Ziboten Ziboten Susu Bure la gon 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 Dombumria oye ore ono orie Susu Bure la gon Ziboten rogoro tonaka yarua Susu Bure la gon Abirugwe oye ore ono orie. Radio Côte d'Ivoire, désormais disponible sur Play Store et sur le bouquet canal numéro 511. Il est 6h. Bonjour et bienvenue à vous tous qui nous rejoignez sur Radio Côte d'Ivoire. Tout de suite, le journal, le 6h. Et c'est avec vous, Matak ici. Bonjour, Mat. Bonjour Didier, bonjour à tous. À la une ce matin, 58 000 personnes dans le monde victimes de la traite en 2018. En Côte d'Ivoire, la journée officielle de lutte contre le phénomène a été célébrée hier à Aboisseau, occasion d'installer une première cellule de veille. À suivre également la lutte contre la maladie à virus Ebola. Le personnel du service des urgences du CHU de Cocody vacciné hier à la suite d'un cas détecté samedi dernier. Le gouvernement invite les populations à la sérénité. Et puis au Niger, une épidémie de choléra sévit depuis plusieurs semaines dans le pays. Le ministre de la Santé publique appelle les populations à la mobilisation. Vous écoutez la radio de la Côte d'Ivoire. Merci et bienvenue. Ouvrons sur la journée de lutte contre la traite des personnes célébrée hier en Côte d'Ivoire. C'est autour du thème « La voix des victimes nous guide » que la journée a été célébrée à Aboisseau. Selon les chiffres de l'Organisation mondiale de lutte contre la drogue et le crime, 58 000 personnes dans le monde étaient victimes de la traite en 2018, dont 72% de femmes. Occasion également pour la ministre ivoirienne de la Solidarité d'interpeller les uns et les autres sur les dangers de ce phénomène. Le point avec Ange Guadio. J'ai travaillé au champ, il y a eu une somme de 800 000. C'est comme ça, j'ai emprunté, je suis allé à Boaké. De Boaké, maintenant, je suis allé au Mali. On a des frères qui ont quitté dans la première ville originaire qui est Timiaouil, qui est venu. Il nous a acheté à 40 000. Il nous a fait rentrer dans la première ville algérienne. Il nous a torturés. C'est arrivé à l'aéroport, le monsieur qui m'a accompagné m'a dit que c'était au Koweït. Arrivé au Koweït, vraiment, c'était difficile. Vraiment difficile. La dame qui m'a amené, je travaillais de 5h à 2h du matin. Parce que je ne connaissais pas les langues, je ne comprenais rien. C'est le témoignage de Ahmed Kone, 29 ans, vendu à 40 000 dans le désert algérien, et de Larissa Beiba, 23 ans, torturée au Koweït, illustre le quotidien de certains immigrés illégaux. Ces personnes victimes de traite sont souvent appâtées par de fausses informations sur les réseaux sociaux, se lancent aussi dans ces aventures incertaines du fait de leurs conditions de vie précaires ou des crises armées dans leur pays d'origine. Pour Marina Shramo, chef de mission de l'OIM, la lutte contre ce phénomène doit être l'affaire de tous. La traite des êtres humains et le trafic illicite de migrants figurent parmi les plus grandes et importantes entreprises criminelles au monde entier. C'est un crime d'autant plus grave qu'il frappe les personnes les plus vulnérables, qui ne cherchent en vérité qu'un avenir meilleur et font confiance aux passeurs. Pour lutter efficacement contre ce crime, il est indispensable que tous les acteurs travaillent main dans la main pour la sensibilisation des populations, la protection des victimes et les poursuites à l'encontre des groupes criminels. Afin de lutter efficacement contre la traite des personnes sur toute l'étendue du territoire national, une première cellule de lutte vient d'être installée à Aboisseau. Elle est présidée par le préfet des régions. Autre actualité, depuis Ravia, son village natal, le président du Sénat tente de convaincre ses parents à adhérer au RHDP. Jeannot Kouadio Aoussou lance une offensive pour gagner l'estime des populations à la cause de son parti politique, le Rassemblement des Hauts-Fouettistes pour la démocratie et la paix. Pendant 3 jours, le président du Sénat a rencontré successivement les Baoulés et Malinqués pour leur expliquer le sens réel de son adhésion au RHDP. Direction Korogo, les meilleurs élèves du Poro ont honoré cette semaine. C'est le ministre de la Communication Amadou Coulibaly qui a récompensé ses meilleurs élèves. C'était à la faveur de la 4e édition de la Journée d'Excellence qu'il a initiée depuis 2012 pour rehausser le niveau scolaire dans la région. La correspondance de Siekwasi.
Au cours de cette édition, la 10e depuis 2012, tous les 3 meilleurs de chaque niveau d'études du secondaire public et privé du Poro ont été primés. Cette année encore, l'émulation a été élargie aux meilleurs étudiants de l'université Peleforo-Gon Coulibaly de Korogo. Les heureux de l'édition 2021 ont saisi l'occasion pour galvaniser leurs camarades. Le premier que vous allez écouter arrive du lycée Houphouët-Boigny de Korogo. Il est le meilleur bachelier au plan régional cette année. Ouattara Selou, je viens d'obtenir le bac D avec 311 points. Depuis la classe de CP1, je suis le major de ma classe. Je ne conseille pas la faute. Si tu fautes, ça va te rattraper. Papa Am, je lui dis merci pour tout ce qu'il fait pour nous et merci pour tous les prix qu'il nous a donnés. Merci encore pour la bourse. Nous lui promettons d'en faire bon usage et de revenir participer au développement de la Côte d'Ivoire. Mon papa, il est très fier de ça parce qu'il sait qu'il n'aura pas trop de dépenses à faire au niveau des études supérieures. Et il est très fier et moi, sincèrement content. Je suis content. Soro Tchomogodel, étudiante en master 2 de l'Institut de gestion agro-pastorale. J'ai reçu 2 prix. Le prix de la meilleure de master 2 de l'université et le prix de la meilleure fille à l'université. Je suis vraiment contente. Maintenant, j'encourage mes petites sœurs, toutes ces personnes qui sont derrière moi, à redoubler d'efforts. Depuis 2012, environ 60 enfants du Poro ont bénéficié de bourses étrangères dans des universités réputées dans le monde. À Korogo pour les vacances, certains sont venus à la cérémonie rendre témoignage des avantages de ces bourses et inviter leurs camarades à plus de rigueur au travail. C'est Kwasi Korogo, Radio Côte d'Ivoire. Parlons à présent du cas d'Ebola détecté samedi dernier. Le personnel du service et des urgences du CHU de Cocody vacciné. Cette campagne de vaccination intervient après l'examen d'un échantillon prélevé sur une jeune fille âgée de 18 ans de nationalité guinéenne, déclarée cas positif. Le gouvernement rassure que la Côte d'Ivoire dispose des vaccins contre Ebola et toutes les dispositions sont prises pour faire face à la situation. Il invite au respect des mesures d'hygiène et de prévention. Le gouvernement, par ailleurs, indique qu'il procédera à la vaccination des groupes cibles, notamment le personnel de santé de première ligne, les contacts immédiats de la patiente, les forces de sécurité et les forces de sécurité au point d'entrée. Parlons à présent de la présentation des locaux de la PNUJC à Trècheville. La Fédération nationale des unions de jeunesse communale de Côte d'Ivoire a un nouveau siège. La présentation officielle a eu lieu hier en présence de nombreuses autorités politiques, religieuses et coutumières. Ce moment était très attendu, affirme le président de la Fédération, Gaoussou Diabaté. Notre organisation qui existe presque 30 ans maintenant, nous avions un siège. Le siège était logé à la Tour A, à la cité administrative, au rez-de-chaussée notamment. La rénovation de la Tour A, nous n'avions plus accès donc à notre siège. C'était donc un engagement que nous, en tant que premier responsable de l'organisation, que nous avons pris à l'occasion de notre élection en août 2018. C'est donc une promesse électorale que nous avons faite aux présidents communaux, qui nous ont fait confiance en nous attribuant leur suffrage. Dans le cadre du respect de cet engagement, de cette promesse, qu'on peut dire promesse électorale, de procéder donc à sa réalisation à travers l'ouverture de ce nouveau siège. En attendant qu'on puisse, avec nos tutelles, notamment le ministère de la Jeunesse, notamment le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, en attendant que nous puissions trouver les voies et moyens pour avoir accès au siège qui était initialement le nôtre. Le journal Transport et d'eau a 7 ans. Le quotidien a présenté son nouveau site transportnews.net à la presse nationale au cours de la commémoration. Le directeur de publication a saisi l'occasion pour présenter l'objectif du journal et faire le bilan. Un bilan jugé positif selon Gustave Bolabi. C'est l'indiscipline qui entraîne d'abord les bouchons, les embouteillages. Vous voyez qu'il y a des règles de circulation où il est dit que les gros camions, si c'est une chaussée à 2 ou 3 voies, les gros camions doivent être totalement à droite. Donc vous allez surprendre des gros camions qui sont soit sur la voie de milieu ou bien la voie de gauche, qui est une voie rapide, et ça crée des bouchons. Vous voyez, l'État de Côte d'Ivoire a mis en place des infrastructures routières de très belle qualité, parce que ça a été appelé par toute la population. Chacun veut qu'il y ait une belle route chez lui au village. On s'est rendu compte que ces routes-là sont devenues des mouroirs. Les gens traversent les villages, les agglomérations à vive allure. Et la solution idoine dans tout ça, c'est que pour qu'on puisse lever tous ces dos d'âne à travers nos agglomérations, nos villes, nos campagnes, c'est le civisme routier. Parce que c'est cet incivisme-là qui entraîne tous ces morts que nous sommes en train de déplorer, tous ces tués que nous déplorons sur nos routes. Un mot de culture du 27 août au 12 septembre. Se tient la première édition de la Biennale internationale de la danse en Côte d'Ivoire. Au cœur de ce festival, des projets de coaching à destination des danseurs et danseuses, des chorégraphes ivoiriens et africains. Cette biennale est une initiative conjointe de Danse Ivoire Diaspora et du festival Un pas vers l'avant. On en sait plus avec Corona Congo.
L'idée est partie du fait que la danse en Côte d'Ivoire ne serait pas trop valorisée et structurée selon les concepteurs de cette biennale. D'où cet événement pour donner une visibilité à la danse et aux chorégraphes du pays. Yahi Nestor Gaye, président de Danse Ivoire Diaspora, donne le contenu de cette biennale de la danse. Nous avons beaucoup de danseurs en Côte d'Ivoire, mais les danseurs, ce sont les employés. Nous n'avons pas assez de chorégraphes et un chorégraphe, c'est un employeur. Et pour créer de l'emploi, c'est le chorégraphe qui monte sa pièce et qui appelle les employés pour pouvoir les payer. Si on forme assez de chorégraphes, on pourra donc développer du contenu sur des employeurs qui pourront ainsi employer des danseurs afin qu'on puisse aussi créer de l'économie et en fonction de l'économie aussi avoir une visibilité artistique et chorégraphique au niveau international. L'initiative bénéficie du soutien de compagnies ivoiriennes de la danse qui appellent à l'union au sein de la corporation. Nina Kipré, danseuse chorégraphe de la compagnie Tchétché. Il faut de la formation, il faut quand même valoriser les danseurs et la culture ivoirienne. Il faut que nous les danseurs, nous soyons unis pour mieux valoriser ce que nous aimons et ce que nous connaissons qui est la danse. Yul Sea, directeur artistique de la compagnie Aneka, mon souhait c'est que nous soyons unis. On est un peu divisés, je ne regarde pas tout ça. Je vais à gauche, on m'appelle, je vais à droite, mais je veux que tout le monde suive mon exemple et qu'on soit tous unis pour la promotion de la danse en Côte d'Ivoire. Les spectacles de la Biennale se dérouleront à l'Institut Goethe, l'Institut français, au CACAB d'Abobo, à la Fabrique culturelle et au Sénac à Trècheville du 27 août au 12 septembre 2021. Dans l'actualité internationale au Niger, les fortes précipitations entraînent une nouvelle flambée de choléra. Une épidémie de choléra sévit depuis plusieurs semaines, notamment dans les régions de Maradi et Zinder, frontalières du Nigeria. Selon les autorités, ce sont 600 cas qui ont été recensés sur l'ensemble des régions touchées. Environ 400 guéris, 19 décès et 156 personnes actuellement sous traitement. Les autorités assurent avoir mis en place des centres de prise en charge dans les régions touchées, ainsi que mené les campagnes de formation et de sensibilisation. Et puis en RDC, le personnel toutes catégories confondues de la radiodiffusion et télévision nationale, médias officiels, menace de débrayer. Un préavis de grève pour un mouvement illimité a été déposé hier lundi à la direction générale. Il y a des soupçons de mauvaise gestion financière, mais le directeur général, lui, pense plutôt que les salariés ont été manipulés. Et c'est ici que prend fin ce journal. Retenez pour l'essentiel, 58 000 personnes dans le monde victimes de traite en 2018. En Côte d'Ivoire, la journée officielle de lutte contre le phénomène a été célébrée hier à Aboisseau, occasion d'installer une première cellule de veille. Matakissi, merci beaucoup. Voici ce qui fait l'essentiel de l'actualité sur Radio Côte d'Ivoire. Toujours du bon 1 sur le sport, sur l'info et le sport. Et en attendant un nouveau journal à 7h, voici justement les sports. Découvrez l'actualité nationale et internationale sur votre radio. Radio Côte d'Ivoire, 88.0. 88.0 Abidjan. 98 FM Abidjan. 24h sur 24. Radio Côte d'Ivoire. Numéro 1. Numéro 1. Sur l'info. Sur l'info. Et le sport. Radio Côte d'Ivoire, les sports d'ici et d'ailleurs. La grande matinale sur Radio Côte d'Ivoire. Numéro 1 sur l'info et le sport. Le journal des sports. Serge Dacoury. Bonjour Serge. Bonjour Didier, mesdames, messieurs, bonjour. Débutons par le football sur le continent. Cannes 2022. Le tirage au sort de cette compétition aura lieu aujourd'hui à Yaoundé. Oui, les éléphants de Côte d'Ivoire connaîtront aujourd'hui leurs adversaires pour la Coupe d'Afrique 2022 au Cameroun et le groupe dans lequel ils vont évoluer pour le premier tour de cette compétition. 9e au classement de la Confédération africaine de CAF, logé dans le chapeau 2 en compagnie de l'Égypte, du Mali, du Gabon ou de la Guinée. Nos Pachidins pourraient rencontrer ceux du chapeau 1 ou du chapeau 3 ou du 4. À noter que le chapeau 1 est constitué du Cameroun, de l'Algérie, du Sénégal, de la Tunisie, du Maroc, du Nigeria. Le chapeau 3, c'est le Cap-Vert, Gabon, Mauritanie, Sierra Leone, Zimbabwe, Guinée-Bissau. Et le chapeau 4, Malawi, Soudan, Guinée équatoriale, Comores, Éthiopie et tout. Et donc la Côte d'Ivoire pourrait donc rencontrer ceux du chapeau 1, l'Algérie, ou du chapeau 3 et du 4. Le suspense demeure entier car cette compétition, c'est la plus grosse compétition de la Confédération africaine. Et ce tirage au sort se fera aujourd'hui à Yaoundé en compagnie du président de cette institution, le docteur sud-africain Patrick Motsepe.
Football hors de chez nous, 9 clubs européens soutenant le projet de la Super League abandonnent cette initiative. Oui, ce projet de Super League, il y a quelques temps, avec des grands clubs européens qui avaient donc imaginé de créer une compétition, 12 clubs et sans autres, les 12 grands, eh bien 9 clubs qui avaient donc, qui étaient pourtant bien partis pour ce projet. Le Milan, c'est l'Inter de Milan, l'Atlético Madrid, les 6 clubs anglais, Liverpool, Tottenham, Chelsea, Arsenal, Man City et Man United, qui militaires pour ce projet de Super League abandonnent le projet. Ils ont fait amende honorable et ont réintégré hier l'association des clubs européens proches de l'UEFA. Seuls le Real Madrid, la Juventus et le FC Barcelone, eh bien, sont toujours partie prenante pour ce projet et qui veulent contrecarrer les compétitions organisées par l'UEFA. On parle de prolongation de contrat. Le gardien belge Thibaut Courtois continue son aventure avec son club, le Real Madrid. Oui, prolongation de contrat d'hier du côté de Santiago Bernabéu avec le Real Madrid. Oui, le gardien de l'international belge, 1m98, Thibaut Courtois vient de donc prolonger hier avec la Maison Blanche. Contrat jusqu'en 2026. Il était arrivé en 2018 au Real Madrid. Eh bien, il vient de signer avec ce mail, avec son club de cœur. Pour l'instant, le Real Madrid l'a prolongé jusqu'en 2026. Et puis, au football, évidemment, chez nous, le gardien du FC San Pedro et de la sélection olympique ira taper, engagé en Coupe africaine, parle de son futur adversaire. Et puis, bon, en Coupe de la Confédération. Et puis, l'Aspa Yenega du Burkina Faso. Oui. Ira Tapé, c'est le dernier rempart de la sélection olympique qui était récemment au Tokyo et gardien de l'équipe du FC San Pedro. Avec le tirage de la coupe de la Confédération, eh bien, cette équipe du San Pedro va rencontrer les vice-champions burkinabés, l'Asfa Yenega. Ira Tapé, gardien de but, juge l'adversaire qu'il rencontrera à partir du mois de septembre, précisément le 10 et le 12 du mois prochain. C'est un grand club, parce que si ce n'était pas un grand club, ça n'allait pas être là, dans une place africaine. Nous allons prendre ce match comme un match de finale parce que nous avons vu contre le Jaraf, on les a battus 1-0 à Dakar. Et vous avez bien vu qu'à Abidjan, ça nous a créé beaucoup de problèmes. Nous sommes éliminés. Donc ce match-là, sincèrement dit, moi et mes coéquipiers, ça va être un match de finale pour nous, pour pouvoir tout donner et nous qualifier. On ne néglige pas des équipes, nous allons respecter ce club et puis bon, essayer de tout donner et puis travailler sur le côté fait pour pouvoir avoir au moins un gain de cause pour être qualifié. Tennis pour terminer, ATP de Toronto, on va le dire, le russe Medvedev a remporté le tournoi dimanche dernier en finale. Oui, 5e mondial au classement ATP, le russe Medvedev était opposé en finale dimanche dernier à Montréal, à Toronto, du côté du Canada, pour cette finale face à l'Américain Reil Opeka. Eh bien, Daniil Medvedev s'est imposé en 4-7, 1-6, 6-4, 6-7, 6-1. Ainsi, donc, Medvedev remporte le tournoi où il y a eu quand même l'abandon de certains ténors qui n'ont pas participé, comme Rafael Nadal et Novak Djokovic, qui ont donc déclaré forfait pour ce tournoi. Fin, donc, de ce deuxième journal sur Radio Côte d'Ivoire, en compagnie de Didier Fandé. Merci. Merci à vous, Serge Dacoury. On vous retrouve tout au long de cette journée sur Radio Côte d'Ivoire. Et nous en arrivons à notre invité du jour, femme battante, femme dynamique, résolument engagée pour l'égalité des sexes et l'autonomisation de la femme. Elle est la première femme à briser les pesanteurs socio-culturelles du pays. Ce qu'il nous faut pour s'installer à la tête de la mutuelle de développement de Boyo, son village natal, dans la région de la Bagoué. Madame Diarra Salimata Dembélé partage son courage et son expérience avec sa sœur du reste du monde. Elle est interrogée par Sir Kwasi, notre correspondant permanent à Korogo. L'invité du jour. Madame Diarra Salimata Dembélé, bonjour. Bonjour. Il y a 2 ans, vous avez été portée à la tête de la mutuelle de développement de Boyo. En pays sénoufo, on le sait, c'est difficile pour la femme de s'exprimer et jusqu'à ce jour, c'est pas discutable. Comment vous avez accueilli la nouvelle quand la population a décidé de porter le choix sur vous? Je n'avais jamais voulu être président de la mutuelle. On n'avait pas de candidat. C'est en pleine réunion que quelqu'un s'est levé qui dit il n'y a pas mieux qu'elle pour être la présidente de la mutuelle.
Et au moment où j'ai voulu me rétracter, d'autres se sont levés également et disent c'est toi qu'on veut. Mon père était là. Je m'attendais à ce que mon père me soutienne pour dire non. Tout le monde était unanime sur le fait que je devais porter cette casquette. J'ai dû l'accepter. Au plan national, il n'y a pas beaucoup de femmes à la tête des mutuelles. Vous étiez en train de rentrer dans l'histoire. Oui, bien sûr, parce que d'abord, même au plan local ici, avoir une femme présidente d'une mutuelle, c'était vraiment pas évident. Et donc, je me suis dit, c'est un challenge qu'il faut relever. Aujourd'hui, femme de la mutuelle, il faut que je me distingue et que je montre que des femmes peuvent gérer mieux une mutuelle que des hommes. Et qu'on peut faire confiance à une femme en la mettant au devant d'une mutuelle. Et c'est vraiment en passant tout ça dans la tête que je me suis dit, bon, c'est les populations qui le demandent. Il faut que j'y aille et je suis au moins rassuré que j'ai leur soutien et qu'ils ne me laisseront pas tomber. On sait, dans les villages, on est tous d'accord au cours des réunions, on est prêt à faire monter à l'échelle et puis on enlève l'échelle après. Vous avez pensé à tout ça? J'y ai pensé, mais vu la détermination des personnes qui étaient ce jour-là dans la salle, vu l'âge des personnes qui étaient là, vu l'engouement qui était derrière ma présentation comme président de la mutuelle, je me suis dit que je ne pourrais pas manquer de soutien. Et c'est ce qui m'a rassuré en fait dans le choix, en acceptant d'être la présidente de la mutuelle. Et jusqu'à aujourd'hui, les gens le démontrent très bien. Chaque fois que j'ai une épreuve, tout le monde me soutient. Et c'est ce qui me fait plaisir, en fait. Oui, c'est parce que c'est une femme qui venait au village et qui connaît les réalités de son village aussi. Ça a beaucoup joué en votre faveur. Oui, effectivement, parce que déjà très jeune, papa nous faisait venir en vacances ici pour le mois de août. On passait tout le mois de août ici, depuis très jeune à l'école primaire. Et donc, c'est comme ça qu'on a appris à connaître tout ce qui est ici, à comprendre tout ce qui est ici, et aujourd'hui, à être aussi à l'aise que toute autre personne qui vit au village. Madame, vous avez réussi à briser le mythe de la femme toujours reléguée au second plan. Ah oui, c'était pas chose facile. La première fois où j'ai commencé à travailler sur les femmes à leur autonomisation, j'ai reçu une délégation des hommes ici pour dire que je suis en train de monter les femmes. Vous avez eu peur, madame? Ah oui, j'ai eu peur, naturellement. Naturellement, si c'était un au passage qui me balançait quelque chose, je me serais mise à l'aise. Mais quand c'est une délégation qui s'est constituée, qui vient vous voir, vous êtes obligé de prendre les choses au sérieux. C'est ce que j'ai fait. J'ai dû replier et je suis allée réfléchir à comment je peux aborder le sujet pour pouvoir travailler sur ces femmes. Comme c'est à Boyo que les gens s'étaient réunis pour venir me voir, j'ai dû d'abord aller ailleurs, aller où les gens sont beaucoup plus réceptifs. J'ai travaillé sur ces femmes et après revenir dire aux gens, chez moi, vous avez vu que ça a réussi là-bas. Et les femmes ne se sont pas rébellées contre les hommes, bien au contraire, les femmes travaillent à nourrir et les enfants et les hommes. Mais pourquoi ici, ça ne devrait pas pouvoir marcher? Et cet exemple-là, je le prends toujours, c'est l'exemple de Mounini pour le projet RI. Et j'ai fait venir les femmes de Mounini ici, échanger avec eux pour qu'ils comprennent que ce qu'ils ne voulaient pas qu'ils soient, c'est possible et ça ne crée rien de mal dans la société. Et c'est maintenant que, effectivement, ils ont compris l'intérêt du combat que je voulais mener et qu'ils s'y sont mis maintenant. Femme battante, femme courageuse, femme qui ose. Beaucoup de choses auraient pu échouer, mais avec vous, ça marche. Naturellement, les femmes réussissent là où les hommes n'arrivent pas. Il suffit qu'elles aient de la volonté. Les gens au village m'ont dit vraiment, la seule chose qu'on te demande, c'est l'électrification du village. J'ai pris mon bâton de pèlerin, je suis allé voir ce que je devais voir et au passage, je salue le Premier ministre Amadou Bon Coulibaly, qui n'est plus de ce monde. Je salue également le ministre Bruno Nabagno-Koné. Je salue le ministre Amadou Coulibaly. Je salue le DG Diaby. Chacun a vraiment bougé là où il fallait pour qu'aujourd'hui Boyo soit ce beau village bien électrifié. Et c'est cette volonté qu'il faut cultiver à nos femmes. Elles sont braves, les femmes, elles travaillent beaucoup, mais elles gagnent très peu parce qu'elles-mêmes n'ont pas confiance en elles. C'est cette confiance-là qu'on doit pouvoir leur mettre, leur apprendre à se faire confiance pour qu'elles prennent elles-mêmes leur destin en main. Et je vous dis que c'est les hommes qui vont courir après les femmes. Les femmes, quand elles veulent, elles réussissent, elles réussissent très bien. Dans la région, on vous appelle quasiment la femme battante. Aujourd'hui, vous avez l'occasion de parler à vos sœurs, toujours au second plan, qui se plaisent à cette place-là. Il faut sortir la tête. Oui, le déclic est lancé. Comme je l'ai dit, la femme, quand elle veut, elle peut. Quand elle veut, elle réalise. Quand elle veut, elle surprend. Et les femmes au niveau de la Bagoué, elles ont le courage et elles travaillent avec conviction. Donc elles ont juste besoin qu'on puisse les aider. Donc je leur demande de doubler d'efforts, de continuer à se lancer comme elles le font. Et elles auront toujours des personnes pour les aider. Madame Diarra Salimata Dambélé, la femme qui a reçu le genre, égalité entre hommes et femmes en pays, c'est nouveau? Ce serait trop prétentieux. Je préfère que les Mais vous êtes sur le chemin. Oui, je fais ce que je peux. Je fais ce qui est de mon devoir.
et je laisse ces gens précis. Madame Diarra Salimata Dambélé, merci de nous avoir accordé cette interview. Merci à la RTI et à très bientôt.